vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. Il est 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, Laetitia, Églantine, Sébastien et Thierry, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Laetitia Nallet, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tendance déco-japonisante, j'imagine, qui s'appelle le wabi-sabi? Chronique de Sébastien. Wabi-sabi, ce sont deux mots japonais pour définir une attitude, un mélange de zénitude et d'acceptation des imperfections. Ça se traduit par des intérieurs épurés et authentiques. Oui, C'est une attitude nouvelle ou pas? C'est pas nouveau parce qu'en fait ça a vu le jour Ça au date de 15e l'ère, siècle grâce à des moines japonais. À cette époque-là, on servait le thé, véritable art de vivre au Japon, dans de la vaisselle ultra raffinée. Les moines, probablement fauchés, ont demandé à des artisans locaux de leur fabriquer des ustensiles pratiques et pas chers avec des matériaux humbles. Et voilà d'où vient au départ le wabi-sabi. Mais pourquoi alors ça devient une tendance en déco là maintenant? Comme souvent, les tendances naissent des hôtels luxueux qui sont des sources d'inspiration. C'est ce qui s'était passé pour la salle de bain. Oui. Ce sont les grands hôtels qui, les premiers, ont transformé cette pièce technique en pièce de bien-être et nous avons tous suivi. Et alors ce wabi-sabi, je peux le voir dans quel hôtel? Dans l'hôtel qui appartient en partie à Robert De Niro, le Greenwich à New York. À New York. C'est incroyable. Il y a un très bon restaurant italien. Non mais Sébastien, c'est beaucoup trop cher cet hôtel pour y aller. Il faut Incroyable. Je expliquer n'y ai comment pas vous dormi, faites. j'y ai mangé uniquement. Alors c'est Robert De Niro qui a confié la suite Tribeca sous les toits à l'architecte japonais Tatsuro Miki et au décorateur belge Axel Vervoort, deux adeptes du wabi-sabi. Alors qu'est-ce que ça donne exactement cette suite-là? Ah là là, Pour ça le coup. donne un luxe sobre et dépouillé avec des objets qui portent les traces du passé. Les couleurs sont éteintes pour inviter à la méditation. Par exemple, il y a des murs gris fumé ou rouge très sombre. Il y a des sols en pierre ou en bois. Une baignoire qui est un abreuvoir du XVIIe siècle, altéré et lissé par le temps. Là. Il y a une cheminée en pierre, mais la pierre, vous savez, elle est laissée dans son jus. On dirait que c'est la cheminée qui provient d'une vieille bergerie. Il doit quand même manquer l'odeur des moutons. Mais elle est très jolie. Ça, c'est sûr, il n'y a pas l'odeur. Il y a un mur rouille étonnant. Les étagères en bois sont des planches qui proviennent du marché des fermiers d'Union Square. Les lanternes sont fabriquées avec le cuivre récupéré sur l'ancienne toiture. Les meubles usés, patinés par le temps, par les années, soulignent la beauté, la noblesse de l'artisanat. Le wabi-sabi, c'est ça aussi, c'est un design durable. À la maison, on peut le faire, Laetitia, ou pas? C'est très très facile, on le fait en arrêtant de se prendre la tête. Oui. Par exemple, on a eu une infiltration dans un mur, donc du coup il est un peu abîmé, mais surtout on le laisse. C'est Voilà, le must c'est de laisser visibles les défauts et d'en faire des atouts. Donc on garde aussi le vieux papier peint retrouvé sous d'anciennes couches. Et si on est dans du neuf, je vous signale qu'il existe carrément des papiers peints qui reproduisent le mur abîmé ou défraîchi à merveille. Les murs abîmés, j'ai ça à la maison, j'aurais pas besoin de voilà. Aussi, j'ai la même chose. Voilà. Comme les jeans déchirés qu'on achète. Voilà. C'est ça, le wabi-sabi, c'est l'éloge de l'imperfection. On aime les patines du temps. Bon, il faut aussi vider la maison, parce que le wabi-sabi, on épure, on retourne à l'essentiel. Les mots-clés, c'est simplicité et authenticité. Et après, il paraît qu'on est zen, on est bien. Pas de petites cochonneries donc qui attrapent la poussière, Non. d'accord? En tout cas, moi, dans la suite, là, je serais bien. Bon, soyons un peu pratiques avec vous, Églantine. Mais qu'est-ce à dire? Oui. C'est-à-dire, vous voulez nettoyer, vous aussi? Exactement. Mais d'abord, je vous emmène au salon Bibliomania, qui se tient depuis le 15 février, qui est un salon donc dédié aux livres et papiers anciens. Ça j'aime bien. Évidemment, ça se passe à Paris, à l'espace Champéret. C'est un beau salon. C'est très joli. très C'est jusque demain, dimanche compris. Non, c'est vraiment un beau salon. Il y a tout ce qu'il faut pour les passionnés, qu'il le soit de bandes dessinées, d'affiches, de cartes postales, de photos, de journaux ou de livres anciens. Il y a un thème cette année ou pas? Oui, alors lié à la Saint-Valentin qui vient d'avoir lieu, puisque ce sont les couples célèbres. Alors il y a de tout, c'est sympa. C'est Gaston Lagaffe et Mademoiselle Jeanne, par exemple. Le célébrissime. Bah voilà. C'est bien, oui, ok. Il y a Jean Marais, Cocteau, Georges Sand, Alfred de Musset. Ça, c'est pour en citer que quelques-uns, parce qu'évidemment, il y a Écoutez, tout. le problème c'est que la Saint-Valentin c'est tout et n'importe quoi. Moi, Et je qu'on suis en a déçu, parfois ça, ras-le-bol. ras-le-bol, hein. Oui, mais alors ça m'a permis de me plonger dans l'histoire de cette fête que je reconnais trop commerciale. Ça date du Moyen-Âge. C'est une fête qui a été instaurée par l'Église pour célébrer Valentin de Terni, un moine de l'Empire romain qui célébrait des mariages chrétiens contre la volonté de l'empereur. Parce que Claude II le Gothique voulait garder les hommes célibataires pour pouvoir les envoyer à la guerre plus facilement. C'était sacrément courageux de sa part. C'était il très risquait courageux, sa vie, oui. mais ça lui a coûté cher parce qu'à force de faire des mariages clandestins, il a fini condamné à mort par décapitation un 14 février. Il est donc devenu le patron des amoureux. Et moi, je trouve que se rappeler à la fois la décapitation et les amoureux, je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, c'est bien les couples qui sont à l'honneur ce week-end via les vieux papiers. Moi, si je pouvais chiner un vieux cliché en noir et blanc, Gainsbourg, Jane Birkin, Il y en a, j'adorerais. c'est beau. Mais C'est après, on très a les chic. mains toutes dégueulasses. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous propose de nettoyer un peu vos vieux papiers. Ça va être hyper facile. Il vous faut de la gomme, comme à l'école, un peu d'eau de javel, un papier de verre hyper fin, genre toile émerie, hyper grince
ça sent hyper fin. Et ça, Pour gommer, tout ça, c'est pour les salissures du temps, Oui, celles il y a qui des restent mollo, sur les mains de Sébastien. Oui. Vous allez tout simplement gommer votre papier, mais en douceur. Il faut surtout pas l'abîmer. Bien sûr, Si ouais. le papier commence à pelucher, là, vous arrêtez tout. Le mieux, c'est de ne gommer que dans un seul sens pour pas Oui. l'abîmer. Ça marche très bien pour une carte postale ancienne, par exemple. mais quand le document est très grand, ça va être très long. Ça va être Oui. très long, mais là, vous n'avez qu'à utiliser de la poudre de gomme. C'est de la gomme en poudre, en fait. Je faisais pas ça. C'est pas cher du tout, 6,90 € les 100 grammes. D'accord. Ça se met dans la main, vous frottez et vous gommez à la main en faisant des petits mouvements circulaires je sur savais pas votre que ça existait. papier. Ouais. Et C'est génial. c'est pratique, ça, génial. Je connaissais Et ça. Et s'il y a une grosse tache d'encre, par exemple, ça marche? Alors, pour ce genre de tâches ou pour d'autres plus sévères, là, je vous suggère d'utiliser un coton trempé dans un verre d'eau tiède additionné d'un peu d'eau de javel. Il faut à petit peine peu, hein. 15 à 20% du total. D'accord. En douceur, toujours, vous allez frotter la tâche et puis vous frottez tout doucement et vous essuyez tout de suite avec du papier absorbant. Ensuite, vous allez laisser sécher le papier sous quelques livres bien épais pour que ça ne gondole pas en séchant. Tout à fait, ouais. Vous prenez soin évidemment de mettre un tissu en coton qui ne peluche pas entre Oui. le papier qui doit sécher et vos livres. Oui. Vous attendez une bonne douzaine d'heures et c'est terminé. Et votre Non. papier abrasif, Pas mal. alors il sert à quoi là, Alors là, c'est pour enlever les taches 500, vraiment là très épaisses. Vous savez, parfois, il y a des traces de colle un peu épaisses, du gras. Oui. Là, si votre papier est assez épais lui aussi, vous faites pas ça sur un papier trop fin, évidemment. Vous le frottez tout doucement avec ce papier abrasif très fin. Et si vous le trempez d'abord dans votre mélange eau de javel, c'est encore mieux. Ça nettoiera tout. On est donc paré pour chiner au salon Bibliomania qui se trouve où C'est ça, Espace Champéret à Paris. Je vous mets toutes les 17e informations arrondissement. sur le site internet. Exactement. Très bien. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante avec vous, Sébastien Demorand. Ça fait un long moment qu'on n'a pas feuilleté quelque chose avec vous. Quand je dis feuilleté, c'est pas un feuilletage de pâtisserie, bien entendu. Ah c'est non, un livre, ça ne se mange voilà, pas. exactement, Ah, le dommage. feuilletage pâtissier, j'en suis bien incapable, j'ai ça aux professionnels. Je vais vous proposer ce matin, en effet, mon cher Bernard, de feuilleter un bouquin, une toute nouvelle bande dessinée. C'est sorti aux éditions Casterman tout récemment, ça s'appelle Comme un chef et c'est signé côté scénario d'un très grand monsieur nommé Benoît Peters. Peters, immense. Voilà. Enfin, moi, la BD, je me suis arrêté à Tintin Milou. C'est qui ce Benoît Ah bah, déjà, pour commencer, Peters Thierry, c'est un des plus grands spécialistes d'Hergé. Pour commencer, vous n'êtes pas amateur de 9e art, je vois, vous vous êtes arrêté un peu tôt. Peters, il est l'auteur, Avec entre Schouten, autres, ouais. de la fameuse et fabuleuse saga des Cités obscures avec François Schouten. Mais là, en l'occurrence, bon, il lâche évidemment la science-fiction pour ce qu'il appelle une autobiographie culinaire illustrée en noir et blanc par Aurélia Orita et préfacée, s'il vous plaît, par Pierre Gagnère. Quel beau parrainage. Alors, Peters revient sur son parcours de jeune intellectuel à Paris à la fin des années 70, dans le quartier latin. Il lit et côtoie certains des plus grands intellectuels de l'époque, à commencer par ce très grand monsieur qui était Roland Barthes. On est en plein dans l'époque du nouveau roman et De la également, nouvelle cuisine. voilà, de la nouvelle cuisine. C'est là que ça nous intéresse. Alors, Oui. la nouvelle cuisine, c'est quand même pas beaucoup plus digeste que le nouveau roman. Donc, j'espère que Peter a dû dévorer d'autres Oui, livres. bien entendu. Enfin bon, on pourrait parler du nouveau roman. Non, mais le très bon bouquin qui dévore, en l'occurrence, c'est le fameux guide Goemio. Goemio, Vous avez voilà. collaboré en votre temps. Absolument, ça rajeunit personne tout Ah, ça. non. Et un jour, Peters, avec ses toutes petites économies, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va casser la croûte chez les deux chefs stars de Roanne, les frères Trois Gros. Et là, il a la révélation avec la sublime et fameuse escalope de saumon à l'oseille. Mais dis donc, ça rajeunit personne, là, votre Non, non, histoire? non. C'est Non, pas en tout effet, neuf, mais hein. c'est une époque passionnante, Laetitia, où les cuisiniers, vous savez, prennent leur envol, créent des nouveaux plats. On parle des Guérard, des Sandrins, des Perrault au Vivarois à Paris. Et Peters se laisse littéralement happer par tous leurs livres de cuisine. Il veut à tout prix reproduire les recettes. En cuisinant lui-même. Il pense qu'à bouffer, ben oui, Ça au me point rappelle quasiment. quelqu'un, Moi, ça Oui, me c'est rappelle ça. mon fils aussi. Il est à deux pense doigts de que ça. délaisser ses études et d'envisager de devenir chef à domicile cuisinier. pour de vrai. Et alors d'ailleurs, c'est amusant, les dessins ne prennent de la couleur que lorsqu'il est question de cuisine ou de produits. Comme si la vraie vie, vous savez, était un peu triste et fade quand elle est en noir et blanc. Alors voilà, c'est une époque oubliée dans laquelle Peters nous replonge, alors qu'elle n'est pas si lointaine. À cette époque-là, la nouvelle cuisine française, il faut savoir qu'elle rayonne au-delà de nos frontières. Et c'est merveilleux, par exemple, de redécouvrir ce type nommé Willy Slavinsky au début des années 80 en Belgique. C'est l'équivalent d'un Gagnère ou d'un Michel Bras. Une cuisine absolue, dit de lui Peters, qui écrit sur ce restaurant dans de très sérieuses revues dédiées d'habitude aux intellectuels. Donc c'est un très joli témoignage, je trouve, sur un des moments fondateurs de la cuisine moderne. C'est le témoignage d'un intellectuel qui ne méprise pas la gourmandise et qui considère la cuisine comme une véritable activité culturelle. Il a raison. Autant dire que ça me parle. Hein. Comme chez... voilà, ça s'appelle Comme un chef, c'est chez Casterman et ça vaut 18,95 €. Ah, excellent. Ça, c'est une jolie trouvaille. Thierry. Bon, ça c'est pas une trouvaille la pomme de terre. Hein. Ça fait un moment depuis le on temps. bosse Quand dessus. même. Que ce soit en frites ou dans leur potager, les jardiniers adorent les patates. Mais autrefois, Thierry, c'était loin d'être le cas. Pourquoi? Alors, faisons un bond en arrière.
Au XVIe siècle, les Espagnols envahissent l'Amérique. Et en 1557, très exactement, une centaine de conquistadors, vêtus de leur armure et traînant leurs chevaux, après avoir gravi avec 1000 souffrances les montagnes des Andes, tout ceci est parfaitement vrai, eh bien, enfin, à leur grande surprise, ils voient leur premier champ de pommes de terre dans le lieu le plus improbable qui soit, à 4000 mètres d'altitude, au bord du lac Titicaca. L'Europe militaire découvre enfin la patate. Et c'est pour ça que le Centre international de recherche de la pomme de terre est à Lima, au Pérou. 3000 variétés. Et là, ils les ramènent, les conquistadors, en Espagne, les petites patates. Bien sûr, la couronne d'Espagne est avide de tout, d'or, on le sait, mais aussi de nourriture nouvelle pour lutter contre les disettes et nourrir les armées. Mais là, une fois arrivé en Espagne, grosse déception. La pomme de terre des Andes n'a qu'un succès d'estime. Je ne savais pas faire les frites. Ce sont des béotiens. Alors, on en envoie quand même en cadeau aux autres monarques. Les botanistes s'en échangeront avec passion. Regardez ce très beau dessin botanique. C'est super sympa. Bon, tous les gens importants en voudront un pied ou deux, mais pas plus. Car ces patates sont jugées nourrissantes, certes, mais on les accuse d'être indigestes pour les estomacs délicats, juste bonnes pour les paysans. Pourtant, on peut faire plein de bonnes choses avec la pomme de terre. Alors, celle d'aujourd'hui, oui, avec celle d'aujourd'hui. Mais les premières, celles des Andes, non. Car elles contenaient une sacrée dose de pesticides naturels, la solanine notamment. Des pesticides naturels comme celui qui est dans le piment dont vous nous avez parlé samedi dernier. Oui, Églantine, bien des plantes qui fait des trous dans la calebasse. Bien des plantes contiennent des pesticides naturels qui protègent leurs fruits, leurs tubercules ou leurs feuilles des attaques des ravageurs, les insectes, les herbivores et les champignons. À ce point quand même, Thierry, j'ai du mal à y croire. Et si, Sébastien, il y a du cyanure dans les pépins de pommes, dans les noyaux de pêche. Il y a de la nicotine dans le tabac et même dans les aubergines et de la solanine dans les patates. Je vais arrêter de donner des Par ailleurs, aubergines. comment les Indiens du lac Titicaca se nourrissaient-ils avec ces pommes de terre si elles étaient techniquement un petit peu dangereuses? Ils avaient l'estomac adapté. Dans les Andes, juste après la récolte des patates, près du lac Titicaca, il fait incroyablement froid et en même temps épouvantablement sec. Comme jamais cela se passe en Europe. Les Indiens étalaient dehors les tubercules, qui gelaient à pierre fendre, et se déshydrataient dans la foulée. Ce qui détruisait la solanine. La chair était ensuite écrasée pour faire une farine sèche et sans danger. Ils faisaient que de la farine de patate. Nous cultivons d'excellentes patates sans les faire geler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, je le raconterai que demain. Mon Dieu, La saga de la patate. Demain, la saga de la patate indienne avec Thierry Denis. À demain, mes amis. À demain, Bernard.